Développer, le podcast qui poursuit les idées arrêtées. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, docteur en philosophie politique. Et j'ai le plaisir d'être avec Alan Deneville, qui est l'auteur de OSINT. C'est l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui, Enquête et démocratie, qui est paru à l'INA. Bienvenue, Alan. Bienvenue, Bienvenue. Merci. En fait, c'est quand même moi qui te reçois pour ce livre-là, donc je vais te présenter. Vas-y. Tu es aujourd'hui maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne. C'est quoi ton intitulé de poste? Maître de conférence en quoi? Je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, spécialiste de l'OSINT et du numérique brésilien. Et du numérique brésilien, d'accord. Oui. En 2019, tu as créé aussi, cette année-là, si je ne dis pas de bêtises, Après les réseaux. Oui, une association qui s'appelle Après les réseaux sociaux avec la cinéaste Gala Hernandez-Lopez. En fait, on s'était rencontrés avec Gala parce que moi, je faisais une thèse sur le copier-coller et Gala, à ce moment-là, faisait une thèse sur la capture d'écran. Donc, Ouais. on s'est dit, on fait la même thèse, mais dans des disciplines différentes. Et on a commencé à travailler ensemble pour organiser des séminaires de recherche, pour organiser des résidences d'artistes, avec toujours ce souci de travailler à l'intersection entre le monde de l'art, l'université et la société, on pourrait dire civile, pour organiser des événements un peu grand public et aussi produire. On a produit le film de Gala qui s'appelle La mécanique des fluides, qui a gagné un César, le César du meilleur court-métrage documentaire il y a 2 ans maintenant. Et qui s'intéressait à la question des incels et masculinistes. Il y avait une enquête là-dessus, c'était ça, Voilà, hein? c'était une enquête en ligne sur les masculinistes, les incels, donc ces personnes qui considèrent que les femmes dirigent le monde et que c'est pour ça qu'il faudrait les tuer. Il y a une démarche de recherche qui est très ancrée chez toi. Il y a l'approche artistique et créative qui est hyper importante aussi. Et il y a l'approche citoyenne, tu viens de le dire aussi. Tout ça, ça fusionne avec un festival qui a été créé en 2023. Voilà, le Festival de l'Osine qui se tient tous les ans à la Gaîté Lyrique de Paris depuis 2023, qui réunit à la fois des journalistes, des militants associatifs, des ONG, des universitaires, mais aussi, on en reparlera, mais peut-être des personnes qui travaillent dans les services de renseignement, qui travaillent au ministère des Affaires étrangères. Ouais. La moindre des choses, c'est de ne pas être enfermé dans une tour d'ivoire universitaire et de recherche, mais au contraire d'être toujours en co-construction des savoirs avec les citoyens et aussi de restituer ma recherche par des événements qui sont pas fermés. Moi, il y a rien qui m'angoisse plus que les colloques où on fait venir des super célébrités qui peuvent coûter de l'argent et où on est 10 personnes qui ne s'écoutent même pas entre elles parce Ouais, que c'est chacun vrai. est en train de faire ses mails. Donc non, moi, c'est vraiment à essayer de travailler avec le grand public et c'est aussi comme ça que j'écris mes livres. Le bouquin, il est extrêmement accessible. C'est la première tentative de monographie en France sur le sujet de l'OSINT, avec un enjeu tout de suite qu'on va poser, c'est celui de la définition. Il y a presque autant de définitions que d'acteurs qui s'intéressent à l'OSINT, quoi. Moi, j'en avais relevé une, mais on va la commenter peut-être. Ça serait un ensemble de pratiques consistant en la collecte et l'exploitation systématique d'informations provenant de sources accessibles, ça c'est important, le terme source et accessible, dans le but de répondre à un besoin d'information. Dans le milieu de l'OSINT, on a parlé pendant un moment de l'impossibilité de définir l'OSINT. Moi, ça me pose un problème parce que quand j'essayais d'écrire une monographie sur l'OSINT, la base d'un travail universitaire, c'est on définit son sujet Ah ouais. pour ensuite pouvoir construire quelque chose. Donc, j'ai posé une définition qui est encore un peu similaire à celle-là, hein, mais j'ai rajouté le terme qu'il faut que ce soit des sources légalement accessibles, le fait que ce soit gratuit ou non, parce qu'il y a des sources accessibles légalement qui ne sont pas gratuites, hein. Les images satellites, on peut pouvoir les acheter, mais ça reste des sources ouvertes. Et on considère comme source ouverte des documents, des informations auxquelles on peut avoir accès sans avoir besoin de passer à travers une demande d'accès. Alors après, vous pouvez, il y a peut-être des demandes que vous pouvez faire. Par exemple, vous voulez avoir accès aux documents administratifs. Vous devez faire une demande qu'on appelle une demande CADA, mais c'est pas une demande d'accès. Ouais. C'est-à-dire que la demande CADA, c'est un droit citoyen. Vous y avez accès de droit. Donc voilà, vous allez dans des archives, vous êtes dans des sources ouvertes, etc., etc. Donc en fait, ce qui sépare la source ouverte de la source fermée, c'est l'accessibilité. Et c'est là où la question de la légalité joue un rôle important. On pourrait se dire, bah, moi je sais hacker, je vais hacker une banque de données. C'est une source ouverte. Mhm. Bah non, ce n'est plus une source ouverte, même si tu y as accès, parce que justement, tu fais un acte illégal. Donc en fait, la question de la légalité vient, dans les contextes démocratiques, jouer un rôle central. La question de la légalité se pose aussi d'un point de vue international. Ce qui est légal en France n'est pas légal
dans une dictature? Est-ce qu'on Mmh. considère que la légalité est un bon pilier pour penser tout ça? Par exemple, vous êtes aujourd'hui en Russie, vous avez besoin de leaks, donc ces fichiers qui ont fuité. Ouais, comme les Euh, c- Wikileaks, hein, pour donner un voilà. exemple célèbre de Julian Assange. Ça a fuité, vous les trouvez sur le marché noir, c'est illégal. Et en même temps, est-ce que ce critère de légalité permet de fixer un cap? Et donc, la légalité, c'est pas un terme parfait. Certains camarades vont plutôt utiliser le terme d'éthique. Moi, je trouve que c'est trop flou, l'éthique. Mmh. Une éthique au Sinter, enfin, c'est trop flou. La légalité permet de poser un cadre, en tout cas dans les démocraties libérales. D'accord. Alors, il n'y a pas que la question de la source, il y a aussi la question de l'intelligence. Alors, il faut le comprendre de deux façons. Peut-être l'origine de l'OSINT, parce que c'était très employé par les techniques de renseignement, et aussi peut-être l'étymologie du mot intelligence. Ce intelligence, c'est le même intelligence dans CIA, Mmh. donc la CIA. Et parce que en fait, l'OSINT, ça fait partie d'une méthodologie du renseignement, à côté d'autres méthodologies du renseignement comme, HUMINT, Human Intelligence, SIGINT, Alors, quand tu parles Signal d'humain, par Intelligence. exemple, c'est envoyer des agents sur le terrain qui vont recueillir des Voilà. informations. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de pas enfermer l'histoire de l'OSINT et sa définition dans une réception uniquement centrée sur le renseignement. Donc mes camarades, du renseignement, sont pas d'accord avec ça, mais il me semble qu'il y a des pratiques, sociales, citoyennes qui se sont appropriées l'OSINT et les méthodologies sans forcément se revendiquer de l'OSINT, qui, peuvent être attachées à cette histoire. Donc c'est pour ça que moi je parle de l'OSINT comme, open source intelligence, mais pas intelligence, mais intelligence à la Mmh. française, pour se dire en fait c'est faire intelligence, c'est-à-dire faire preuve d'intelligence, de méthode, de raisonnement à partir des sources ouvertes. Et donc là, on sort aussi un peu de ce paradigme qui est juste le paradigme des services de renseignement, de la surveillance, Mmh. etc., etc., pour essayer de voir cette multiplicité d'appropriation de l'OSINT. L'OSINT dans les services de renseignement, c'est pas la même chose que l'OSINT dans le journalisme, c'est pas la même chose que dans l'OSINT universitaire, qui n'est pas la même chose que l'OSINT dans la veille économique ou dans le monde de l'art. Et en fait, chaque corps de métier va venir adapter cette définition de l'OSINT à ses propres besoins, à ses propres compétences, que j'appelle des compétences métiers. Ouais, c'est ça. Il faut une somme de connaissances préalables d'un cadre qui est conféré par le métier pour essayer de se doter d'un OSINT qui soit, j'ai envie de dire responsable, mais c'est un peu idiot comme terme, mais c'est de dire qu'il est toujours adossé à une pratique, quoi. Oui, et d'ailleurs, ce qui fait que certaines personnes vont écrire des textes en disant que l'OSINT, ça n'existe pas. Ouais. Et effectivement, parce que quand vous faites de l'OSINT, vous trouvez un document. Moi, je peux trouver un document légal, judiciaire. Concrètement, mes compétences en droit sont proches de l'abîme. Heu, j'ai besoin de compétences, en droit pour pouvoir comprendre ce document. Pareil pour l'analyse des images, Mmh. pareil pour l'analyse des tableurs, financiers que vous pouvez trouver en ligne. Vous avez besoin de compétences et donc c'est l'OSINT est vraiment dans dans cet équilibre entre, il y a des vraies compétences d'OSINT, de recherche d'informations et en même temps, ça a besoin de s'adosser sur d'autres compétences pour prendre du sens. Et là où, dans la communauté OSINTer, ce qui est important, c'est le mot communauté aussi. C'est-à-dire que tu vas chercher des informations qui sont ouvertes. Après, il faut les traiter, les interpréter. Tu n'es pas un spécialiste de tout, enfin, toi comme moi, comme chacun. Et c'est là où avoir un réseau complice, de coopération qui te permette d'aller analyser ce que tu reçois. Par exemple, prenons un exemple idiot, enfin idiot, la balistique. Mmh. J'y connais absolument rien. Si j'ai un expert en armes et en armement, là, je vais pouvoir lui soumettre des documents et il va pouvoir me dire quel type d'arme a fait ça? Oui, et en fait, ça va être intéressant parce que l'OSINT n'oblige pas à la collaboration, mais on voit énormément de, collaborations se mettre en place. Durant les années 2010, c'était beaucoup de collaborations en ligne. Des gens qui se rencontraient sur des forums, des réseaux et qui se disaient: «Ah bah, voilà, je commence à mettre en place cette enquête, est-ce que tu peux m'aider?» et cetera et certaines personnes se spécialisaient. Mmh. Vous aviez vraiment des OSINTers, spécialisés sur l'identification des armes, d'autres sur, les questions écologiques. Quelqu'un avec qui on fait une masterclass à Open Facto qui, lui, est spécialiste des ports. Les ports PORT Ouais. et qui arrive vraiment à identifier les ports, les navires, et cetera. Donc il y a eu des pôles de spécialité et en fait, quand on fait une enquête, on peut aussi, grâce au fait que ce soit des sources ouvertes, c'est-à-dire que c'est pas grave si on les divulgue à une autre personne, on peut avoir des vérifications, des collaborations et du travail d'équipe. Ouais.
Peut-être que ça semble encore un peu abstrait. Si on prend ton exemple, toi, quand tu découvres le Sint en 2019, c'est avec un documentaire sur Oscar Perez, c'est ça? Ouais. Donc, Vie et mort d'Oscar Pérez, de Romain Champollion. ça peut montrer déjà qu'est-ce que c'est qu'une démarche d'OSINT. Sur Oscar Pérez, c'est pendant plusieurs années le parfait petit soldat vénézuélien soumis au régime de Maduro. Et un jour dans sa vie, il va devenir un opposant, il va être traqué par Maduro tout le long du reste de sa vie. Il va être en Mm. cavale, il va être exécuté. Ce que faisait Oscar Pérez, c'est qu'il avait une sorte d'addiction aux réseaux sociaux et il passait son temps à se filmer lui-même. Tout le temps sur Instagram, avec des lives, des reels, etc. Et ce qu'a fait Romain Champollion, c'est qu'il a récupéré, au moment de la mort d'Oscar Pérez, toutes ces vidéos. Il les a enregistrées, il les a montées bout à bout pour en faire un film. Et à côté de ça, je me rends compte qu'il y a un collectif que je ne connaissais pas, qui s'appelle Forensic Architecture, qui lui a récupéré toutes ces vidéos, l'a spatialisé, et a mené une vraie enquête pour se dire qui a tué Oscar Pérez, comment cette mort a été mise en place, cette exécution, et de vraiment mener, ouais, vraiment mener une enquête là-dessus. Et je me suis dit, ah, c'est assez intéressant parce que nous, avec après les réseaux sociaux, on s'est intéressé beaucoup aux pratiques artistiques qui faisaient des films à partir de YouTube, à partir des réseaux sociaux ou des livres de poésie. Et je me suis dit, ah bah tiens, là, il y a quelque chose où on peut faire exactement ce que nous on faisait, mais juste enfermé au monde de l'art, pour faire des enquêtes. Et c'est là où ça m'a ouvert à une perspective de quelque chose que je ne savais pas encore que ça s'appelait l'OSINT. Mm. Et c'est là où je suis un peu tombé dedans. Ouais. Il y a une autre enquête qui est emblématique, c'est Mhm. Anatomy of a Killing, qui est en 18. 2018. Merci. Là, pareil, on est face à une femme qui a été abattue, une ou deux femmes, je ne sais plus. Deux femmes avec des enfants en bas âge. Voilà, donc on a un document décontextualisé, et l'enquête, c'est de savoir ce qui s'est passé, qui sont les responsables, Mhm. et ça a été mené par la BBC, l'antenne africaine c'était Africa Eyes. Africa Eyes, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, cette enquête, elle est faite principalement par Allium Leroy et Benjamin Strike, qui sont deux journalistes, et ils tombent sur les réseaux sociaux sur une vidéo. On est dans le désert, on voit des femmes se faire exécuter vraiment à bout portant. Et on dit que cette vidéo est sans doute au Mali. Et en fait, il faut vraiment imaginer qu'on est dans le désert. Et ils vont réussir à retrouver où on est précisément dans le désert et quand cette vidéo a été prise à l'échelle de 2 semaines. Ils vont regarder le profil des montagnes Ouais. qu'on voit sur la vidéo, et ils vont réussir à le faire matcher justement avec les profils des montagnes qu'on voit sur Google. Ils vont réussir à identifier certains chemins que l'on voit, certains éléments d'arbres, et ils vont réussir à dire, bah voilà, cette vidéo a eu lieu dans ce lieu précis. On a une fenêtre de 2 semaines où cette vidéo a eu lieu, et on va identifier les soldats qui l'ont exécutée. Ouais. Et ça, c'est intéressant, c'est de se dire à quel point il y a une force de ces sources ouvertes pour trouver des informations, pour témoigner aujourd'hui d'atrocités commises, pour témoigner des guerres. Hein. L'OSINT a été très important à 3 moments, on va dire, à 3 guerres importantes. Il y a eu premièrement la guerre syrienne. Et là où ça a été entre je vais mettre des gros guillemets parce que c'est horrible dit comme ça, mais le terrain de jeu des Osinter, de Mhm. réussir à identifier ce qui s'est passé, de comprendre les rapports de puissance, l'utilisation d'armes chimiques, etc., etc. Ensuite, il y aura la guerre en Ukraine. L'OSINT arrive au moment où toute une communauté journalistique s'est déjà fait ses armes sur la guerre syrienne, et en 2022 arrive à dire, bah, en fait, en OSINT, on arrive à voir que la Russie avance ses chars, on le voit par des satellites, on peut faire des enquêtes. Ils ont pu prédire l'arrivée de la guerre avant la guerre. Ils vont faire aussi énormément d'enquêtes. Il y aura des enquêtes sur les massacres de Boutcha, sur les explosions à Mariupol, sur les armes à disposition des Russes, etc. Et troisièmement, évidemment, la guerre entre Israël et la Palestine, qui va aussi être un terrain parce que justement, si on se rappelle bien, il y a un blocus médiatique sur Gaza, et l'OSINT est une des seules manières de pouvoir investiguer là-dessus. Et ça va des enquêtes à la fois pour témoigner des horreurs de cette guerre, mais aussi d'autres choses qui sont peut-être moins couvertes par les vidéos qu'on voit. Par exemple, il y a eu beaucoup de vidéos. Les gens dans la bande de Gaza ont filmé les choses, donc ça fait Mhm. des enquêtes. Mais par exemple, il y a une enquête de Liselott Maas
au monde, qui a montré aussi avec les images satellites comment on peut voir une destruction systématique des cimetières palestiniens. Quel rapport on touche au sacré, aux morts, à la religion, à la mémoire, à travers cette destruction systématique. Il faut savoir ce que tu cherches à voir aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est qui s'intéresse au cimetière palestinien, bah voilà, il y a quelqu'un qui va s'y intéresser, qui va se pencher dessus. C'est une question qui peut sembler annexe, eu égard au conflit direct, aux morts tous les jours. Et pourtant, ça dit quelque chose. Par exemple, si on s'interroge sur la question génocidaire du conflit ou pas, l'élimination systématique d'une mémoire et autres, c'est des questions qui deviennent importantes. Oui, et on revient sur cette question de faire intelligence des preuves. Enfin, faire intelligence des documents, des sources ouvertes. Mm. Qu'est-ce que fait Liselott? Elle se dit, bah, en fait, il y a peut-être des documents là et on peut peut-être faire quelque chose. En fait, l'OSINT, il y a une montagne, il y a des millions de documents et de sources ouvertes en ligne. Il va falloir faire intelligence pour se dire, en fait, vous voyez rien. Moi, j'y vois de quoi faire une enquête. Je vais prendre un autre exemple qui me semble intéressant, ce qu'on a appelé les Stravaleaks, qui est une Ah, j'adore enquête, cette histoire. ouais, qui est une enquête faite par Sébastien Bourdon et Antoine Chirer pour Le Monde. Les Stravaleaks vont essayer de montrer qu'on arrive à suivre les présidents Biden, Poutine et Macron en regardant l'utilisation de Strava, donc qui est une application de jogging où on enregistre ses parcours Ouais, tu vas voir euh, sur ton... sur ta montre Ouais. connectée, etc. Et en fait, on enregistre ses parcours de jogging là-dessus et il y a une carte. Il y a une carte mondiale de Strava. Le Strava avait déjà été pointé du doigt parce qu'on arrivait à trouver les bases militaires officielles et officieuses françaises en Afrique. Comment? Bah, parce qu'en fait, il y a peu de gens qui utilisent le Strava en Afrique. Donc, si on zoome sur cette carte, les seuls trajets qu'on trouve, c'est les contours des bases militaires françaises. Et le New York Times avait fait cette enquête pour montrer les bases américaines en Afghanistan. Là, ce que vont faire Sébastien et Antoine, c'est de se dire, mais en fait, on va identifier les gardes du corps des présidents de la République. Et en fait, on voit que quelques jours avant des déplacements, ils sont dans des pays un peu partout dans le monde. Et ils font des joggings parce que ben, c'est des sportifs, c'est très bien. Mais ils partent et ils reviennent d'un hôtel. Et en fait, ils ont réussi à montrer qu'à chaque fois, c'est l'hôtel où le président de la République va être hébergé. C'est une information classée secret parce que justement, on ne le dit pas avant, il y a des révélations au dernier moment. Mais on ne le dit pas avant parce que c'est empêcher que quelqu'un aille mettre une bombe ou préparer un attentat. Et là, en fait, ces gardes du corps, ils vont quelques jours avant pour sécuriser le périmètre, pour savoir pour tout bien préparer. Et en fait, c'est-à-dire que quelques jours avant, si on arrive à lire les documents, si on arrive à faire preuve des données qu'on voit en ligne, on arrive à savoir où Emmanuel Macron va être hébergé. Et c'est ça, cette question de faire intelligence. C'est moi, je vois Strava, je me dis, ben, voilà, c'est C'est une marrant. appli de jogging, quoi. Ouais, Ouais. c'est une appli de jogging, c'est marrant, on peut voir les paris. L'Osinter va se dire, ah, comment je peux faire une enquête à partir de ça? Et il va trouver les moyens de le faire. Donc c'est ça, cette question d'intelligence des sources et des données ouvertes. Il y a, alors on parlait du conflit syrien, enfin la guerre civile syrienne et puis des conflits géopolitiques qui ont suivi. Il y a vraiment, on a l'impression, une montée en puissance de l'OSINT dans l'espace public en tout cas, et une meilleure compréhension aussi des États, de l'intérêt géopolitique que peut avoir cet outil. On a l'impression on est vraiment dans une géopolitique de l'OSINT avec des rapports de force, des captations de données, des rétentions de données. Je pense que l'État en avait déjà bien conscience. Les services de renseignement sont là aussi pour montrer Mm. qu'il y a des sources ouvertes. Il y a vraiment des personnes assez sensibilisées aussi à ces questions au ministère des Affaires étrangères, par exemple. Donc il y avait une conscience. Ce qu'on a vu émerger, c'est comment l'OSINT était à la fois un remède et un poison sur à la fois la désinformation et les ingérences étrangères. L'OSINT, comme il y a une sorte de manière de construire les preuves, voilà, vous faites une enquête, vous faites une vidéo, vous construisez les preuves et vous dites, en fait, tout est en source ouverte, vous pouvez retrouver tout ça et le refaire. Donc, ça permet de retrouver de la confiance dans le journalisme, etc. Et c'est un peu comme le principe de la recherche, quand avec ton appareil critique, tes notes, ta bibliographie, quand tu avances quelque chose dans un bouquin comme ta monographie, bah, c'est appuyé sur des sources. Donc Mm. en fait, les chercheurs peuvent se dire, tiens, cette idée m'intéresse, ils peuvent aller à la source, ils voient que ça colle et tout ça. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que tu produis une enquête, mais on peut remonter, tracer Ouais. toutes les étapes de la réflexion On doit pouvoir refaire la enquête que toi, tu et as arriver faite au même résultat. et arriver techniquement au même résultat. Ouais. Je dis bien techniquement parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions et qu'on pourra peut-être se les poser après. Mais sur cette question-là, c'est qu'à la fois l'OSINT, ça permet de lutter contre la désinfo. Mhm. On vous donne une image en vous disant ah ça s'est passé là et en fait vous vous rendez compte avec un tout petit peu d'osine qu'en fait non elle date de plusieurs années avant.
Mmh. Et en même temps, l'OSINT met en place ce que moi j'appelle une grammaire visuelle de la véridiction. Attends, avant de revenir sur la grammaire visuelle de la réduction, parce que j'aime bien cette histoire des images dont on voit, c'est tu fais une recherche, c'est très simple, tu fais une recherche image inversée sur Mmh. Google et tu peux voir qu'en fait, cette image, elle existe déjà depuis 10 ans, alors qu'on te dit elle vient documenter un massacre qui a eu lieu il y a quelques semaines, quoi. Oui, par exemple, ben, voilà, prenons un exemple polémique, on diffuse sur Twitter une image en disant: «Ah regardez, c'est horrible ce qui se passe en Palestine» et on vous montre une image d'un bébé mort. Mmh. Ce qui est horrible, je dis pas qu'il y a pas eu d'autres atrocités en Palestine, mais vous faites sur cette image particulièrement une recherche d'image inversée, vous voyez en fait qu'elle est déjà présente, 10 ans avant, mais pour témoigner du conflit en Syrie. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est des outils assez simples qui vous permettent de lutter contre la désinformation. Et c'est hyper utile et ça, c'est quelque chose dont on peut se doter en tant que citoyen aussi, en se formant, mais on viendra peut-être sur cette question-là. Ce que tu abordais, tu allais vers la question de la grammaire, visuelle de véridiction qui est extrêmement important. C'est la question de du cadrage des événements et de comment on produit, un effet de vérité Ouais. avec l'OSINT. Quand vous faites une enquête aux INT, vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo, mais le format vidéo se diffuse pas mal dans les milieux journalistiques. En fait, il y a toute une certaine forme, visuelle de mise en scène de la façon dont vous faites une enquête, dont vous trouvez les preuves, des liens que vous faites, entre, un document et un autre. Donc tout ça, c'est vraiment vraiment une grammaire visuelle. On a vu que cette grammaire visuelle a été reprise par des organes, de désinformation qui vont utiliser exactement les mêmes formes visuelles, mais pour vous dire exactement le contraire. Et en fait, c'est ça, ça se base, cette grammaire visuelle, sur 2 choses. À la fois sur le fait de on vous dit: «Ah mais, vous pouvez refaire l'enquête, toutes les sources sont sources ouvertes». Oui, mais est-ce que vous avez les compétences pour le faire? Mmh. Et puis surtout, est-ce que vous avez le temps? Moi, je sais pas, je suis débordé, je vais pas refaire des enquêtes, Mmh. comme ça. Heu et secondement, ça se base sur l'idée et qui me semble moi très intéressante, c'est, la vérité par le design. On sait, hein, Michel Foucault, le philosophe, a beaucoup travaillé là-dessus. La vérité, c'est quelque chose d'assez compliqué. On parle des vérités au pluriel. Mmh. Il y a la vérité, scientifique qui n'est pas pareille que la vérité juridique, qui n'est pas pareille que la vérité religieuse ou journalistique ou la vérité de l'émotion. On a plusieurs cadrages plusieurs régimes de vérité, si on reprend les termes de Michel Foucault. Ce qui ne veut pas dire que la vérité n'existe pas. Il ne faut pas tomber dans un relativisme absolu. Mais donc, là, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment dans l'OSINT, les formes visuelles sont utilisées pour porter un discours de vérité. En disant, bah, en fait, c'est par le design qu'on encode le fait qu'on est en train de dire la vérité. C'est hyper important. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que vous prenez pour de la désinformation, bah, en fait, vous réutilisez exactement ce même design. Les gens ne vont pas aller refaire l'enquête, mais vous faites des liens heu, fallacieux entre différents documents. Qui va aller refaire l'enquête? Et donc on a vu qu'il y avait une compétition, de cadrage médiatique, d'enquête OSINT et il y a eu du faux OSINT qui a été mis en place pour justement lutter contre des enquêtes. Je peux te donner un exemple qui m'a semblé très parlant dans ton bouquin, c'est quand tu parles de la modélisation 3D. C'est-à-dire Mmh. on peut pas se rendre sur un terrain. On veut, reproduire une scène, une situation où il y a eu, par exemple, une bavure et donc on va modéliser en 3D la scène en montrant, l'agresseur et la victime, en montrant que vu la position de l'agresseur et celle de la victime, ça ne peut être que l'individu qui est sur la gauche qui aurait commis le geste, coupable et en fait, tu dis une modélisation, c'est toujours une simplification du réel parce qu'on va gommer toutes les aspérités, les roches, les arbres, les angles sont simplifiés et donc on produit l'effet qu'on cherchait à produire Mmh. et nous, en tant que spectateurs, on dit: «Waouh, c'est hyper convaincant» parce qu'en plus c'est fun, la modélisation 3D, on dit: «Ouais, ils ont des ressources techniques pour le faire» et on n'a qu'une envie, c'est d'y croire. Ouais, ça paraît très scientifique et Ouais, c'est ça cetera. aussi. Mmh. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que la modélisation 3D, ça va être, la réduction de la réalité et de sa complexité pour la schématiser, mais comme si c'est par cette schématisation qu'on arrivait à dire davantage le réel. Ce qui est le contraire de tout ce qu'on prône en science, hein. En science, c'est la saturation des données, c'est d'en avoir vraiment suffisamment qui permet de dire des choses. Là, on est vraiment dans une opération de réduction. Donc on travaille beaucoup, sur cette question de grammaire visuelle de la véridiction avec, Bérénice Serra et il y a vraiment cette idée, c'est comment la 3D vient jouer ce rôle de légitimité. Mmh. Et ça, c'est à la fois inspiré des travaux de Forensic Architecture, qui vient de l'architecture, hein, donc qui ont l'habitude des logiciels 3D, mais qui, selon moi, oublie aussi quelque chose. Je dis pas qu'on peut rien dire avec la 3D, hein.
mais aussi il y a à la fois réduire l'aspérité. Et ça, c'est des travaux qui sont menés par Mathieu Witz à l'agence Focale sur, mais en fait, c'est dur de faire une 3D, de passer d'une image concrète à une visualisation 3D si on n'a pas les caractéristiques de la prise de vue à la base. Si vous ne savez pas l'angle Mmh. l'angle de prise de vue, si vous n'avez pas la distance, si vous n'avez pas les caractéristiques vraiment concrètes de la caméra qui a filmé, c'est très dur de faire euh, une vraie modélisation 3D. Je vais prendre un exemple parce que ça peut sembler compliqué. Vous savez qu'on a des objectifs qui peuvent dévier. D'ailleurs, c'est pour ça que si moi je te prends en photo avec mon téléphone tout près, ton visage sera beaucoup plus gros que si je te prends plus Mmh. loin. Imaginons que c'est sur la trajectoire d'une balle en balistique. On est sur des fractions de secondes. On est sur des variations infimes de la trajectoire de la balle qui peut être influencée par la prise de vue. Et en fait, si vous n'avez pas accès à toutes ces informations-là, bah, vous pouvez pas faire une vraie visualisation 3D du trajet de la balle parce qu'en fait, l'objectif est en courbe. Donc en fait, il déforme la trajectoire. Donc vous êtes obligé de corriger cette courbe Mmh. pour pouvoir voir la trajectoire de la balle comme elle est dans la réalité. Et en fait, c'est tout ça, c'est que derrière cette simplicité, ce discours de vérité, il y a une technicité de plus en plus importante de l'osine, de la visualisation 3D qu'il faut prendre en compte pour pas se faire avoir, se dire ah c'est une visualisation 3D, c'est la vérité. Parce que justement sur des infimes variations, mais on peut parler vraiment de variations de petits curseurs de rien du tout, on peut changer totalement la façon dont on va raconter l'histoire et qu'est-ce qu'on va mettre en scène. Oui, c'est l'un des enjeux qu'il y a derrière aussi, toutes les théories complotistes ou les contre-récits, alternatifs qui vont être proposés. C'est, on va dire, on va prendre les mêmes éléments, on va les faire, travailler différemment. Tu parles de Resémantisation. merci, de l'image. C'est vraiment déjà, on est dans un monde qui est saturé de documents et d'images, de traces, mais en plus, on va les malaxer pour leur faire dire ce qu'on a envie de dire. Oui, c'est exactement ça. Là, je me base sur des travaux qui sont faits par une philosophe qui s'appelle Aurélie Ledoux. Aurélie Ledoux explique, concrètement comment, on pourrait voir dans l'OSINT, le fait de lutter contre la désinformation et cetera. Mais elle dit en fait, l'OSINT a mis en place un certain discours de contre-enquête. L'idée qu'il fallait aller voir derrière Ouais. la vérité, défaire les récits et cetera et cetera. Et en fait, cette contre-enquête d'aller voir derrière les images, c'est exactement ce que font aussi les complotistes. Aurélie est spécialiste du complotisme et relier des documents entre eux dans des liens, fallacieux, c'est ce que fait un complotiste quand je sais pas si vous traînez si toi tu traînes et si les gens qui nous écoutent traînent dans les communautés complotistes, mais il y a un terme qui revient souvent qui s'appelle connect the dots. Genre connecte les points entre eux et tu verras la réalité. Et en fait, que fait une enquête OSINT, frauduleuse? C'est je vais prendre telle chose, telle chose, telle chose et je vais vous montrer qu'en gros tout ça, ça veut dire, que c'est soit la faute des Ukrainiens, soit des Juifs, soit de tout ce que tu veux. Il y a les complotistes ont pas mal de cibles favorites. Et en fait, c'est ça, c'est on trouve dans ces images-là et dans ces discours complotistes une resémantisation des images. C'est-à-dire que moi, je vais voir une image et je vais faire une analyse, et cetera, et cetera. Un complotiste va dire: «Ah, en fait, tu vois pas la bonne chose sur cette image, c'est ça parce qu'on la connecte avec telle image et donc elle prend un tout autre sens». Et ce qui a été, fascinant, c'était pendant justement les enquêtes, qui ont été faites sur le massacre de Boutcha. Donc, Boutcha, ville ukrainienne, on est un mois après du début de la guerre, elle est, occupée par l'armée russe. Quand les Russes sortent, il y a plein de cadavres dans la rue Mmh. et c'est vraiment des exécutions sommaires et des massacres. Hem, il y a eu des enquêtes du New York Times qui vont dire: «Bah, regardez, on voit ça, ça, ça». Les complotistes ont dit: «Mais non, vous avez pas vu les bonnes choses sur les images parce qu'en fait, vous avez pas regardé ce petit détail de l'ongle ou des doigts qui montre que c'est pas des morts parce que justement les doigts sont trop rouges et s'ils étaient morts, ils seraient bleus». Et donc il y a une volonté de resémantiser, c'est-à-dire vraiment de redonner un autre sens, aux images. Mais en fait, le journalisme aussi sémantise les Ouais, images. bien sûr. Et en fait, c'est cette distance que moi j'ai du mal à essayer de faire comprendre à mes camarades journalistes, c'est vous donner aussi des discours avec un ton, d'autorité en disant: «Bah, les images, c'est ça qu'on voit». Mmh. Mais en fait, si moi je le vois pas, je laisse la porte ouverte à d'autres choses. Il y a pas longtemps,
Il y a eu le massacre d'Al-Fasher au Soudan et l'université de Yale a sorti des images satellites en disant: «Bah, en fait, on peut témoigner des massacres». Ils disent: «Regardez, là, on voit, du sang». Donc une image satellite et cetera. Moi, concrètement, je vois juste des pixels un peu plus, foncés Mmh. et donc je ne vois pas ce qu'on me dit de voir. Mais en même temps, je les crois parce que je me dis que c'est un travail sérieux, scientifique et cetera. Ils disent: «Oui, c'est du sang parce qu'en fait, on a calculé la colorimétrie, ça peut renvoyer que à du sang». Bah, moi, je vous crois, hein, je pense que vous avez fait un super travail les mecs, c'est super. Et en même temps, tu te mets dans un discours qui essaye de voir le contraire, tu laisses la porte ouverte en disant: «Bah, non, c'est pas du sang, c'est une tache d'essence et cetera. Comment on peut calculer, la colorimétrie du sang alors qu'on a un satellite à plusieurs, kilomètres au-dessus de la Terre?» Et donc en fait, ces images qui sont utilisées en OSINT sont complexes. Elles disent pas mal de choses et il faut être toujours très prudent dans la manière dont on va les sémantiser pour laisser comprendre justement que ce n'est pas une que c'est une démarche scientifique rigoureuse et que c'est pas juste je la sémantise et c'est ça qui distinguera la démarche scientifique rigoureuse d'un nosinter, et des discours, complotistes qui vont juste aussi sémantiser les images, Mmh. mais sans s'intéresser exactement à ce qui est dit. Surtout que le complotiste, finalement, il épouse dans la forme ou dans l'aspect le rationalisme cartésien en disant: «Moi, j'applique le doute. Là, Voilà. il y a un doute, raisonnable sur les images. Qui me dit que c'est vraiment du sang?» Et du coup, il se targue d'avoir une scientificité presque supérieure au New York Times ou à d'autres, canaux d'information et c'est pour ça que tu pointais le danger aussi de l'argument d'autorité, de dire: «Croyez-moi parce que je suis l'institution New York Times et je dis quelque chose» et cetera. Mmh. Il faut vraiment que l'enquête, elle soit étayée, et répétable. Ouais et puis voilà, il y a de la difficulté à répéter ses enquêtes et Mmh. cetera, hein. C'est je voilà. Le discours d'autorité est encore important, hein. Moi, je pense que justement, je me fais confiance au New York Times parce que je sais que le New York Times fait un bon travail, plus qu'un sombre canal, Telegram, Ouais, bien sûr. pro-russe et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, ils utilisent le doute et ça, c'est vrai, c'est vraiment, quand vous parlez avec un complotiste, il y a toujours cette question du doute et ils en savent souvent plus que toi parce qu'ils vont te dire: «Oui, mais cette vidéo, ce truc». Donc bref, mais donc ils vont utiliser le doute en disant: «Est-ce qu'on peut faire confiance aux images?» Et en même temps, ils vont utiliser cette grammaire visuelle de la véridiction pour porter eux-mêmes un discours hyper, d'autorité. Et c'est Ouais. ça que c'est une combinaison très forte. C'est mettre en scène un pseudo-doute avec un discours d'autorité et ça crée des cocktails assez explosifs. Mais peut-être sans parler que du complotisme, moi, il y a un cas qui me semble assez emblématique, c'est, l'explosion de l'hôpital Al-Ali Ouais. en Palestine, dans la bande de Gaza. 10 jours après les attentats du Hamas, en Israël, donc on est vraiment au tout début de la guerre, il y a un hôpital qui explose. Les réseaux sociaux vont s'enflammer, c'est une enquête, c'est une explosion due à un missile israélien, et cetera, ce qui aurait été, le premier crime, de guerre de cette guerre. Les réseaux couvrent. Les réseaux, les journaux, reprennent les mots du Hamas sans les mettre à distance et cetera. Le lendemain, il y a une enquête, qui est déclassifiée par les services de renseignement, israéliens, qui a fait il y a une conférence, mais vraiment avec cette grammaire visuelle de l'OSINT, en expliquant que c'est pas eux. C'est La c'est assez exceptionnel, non, que des documents soient déclassifiés à une telle rapidité, dans un conflit, où, c'est de moins en moins exceptionnel. Parce que justement, on a compris l'importance aussi de ça. Avant, c'était très exceptionnel et au contraire, on voit une multiplication des déclassifications, ces dernières années. Mais donc le Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, va faire une conférence de presse avec tous les outils de l'OSINT pour montrer en gros l'argument c'est, «Si c'était notre missile, on aurait tout rasé parce qu'on en a des plus gros» et il accuse un missile défaillant du djihad islamique. À partir de là, l'opinion publique et les médias vont utiliser de l'OSINT et vont se diviser en 3 camps. Ceux qui vont dire avec de l'OSINT, mais et je parle d'organes d'autorité, hein, mmh. c'est un missile israélien. Mmh. Ça va être par exemple ce que va dire, Forensic Architecture, qui fait référence. D'autres journaux qui vont dire: «Non, c'est un missile, du djihad islamique» et d'autres qui vont dire: «En OSINT, on peut pas savoir». Et donc à partir de là, on voit qu'on n'est pas juste avec, d'un côté, des complotistes et de l'autre, des organes de presse et que ça se bat. Mais en fait, même il y a des controverses médiatiques en OSINT qui se créent à travers des organes de légitimité, sur l'interprétation de la réalité. Et ça pose un problème. Parce qu'on peut se dire que moi, concrètement,
pour mon travail, je reste dans des sombres canaux pro-russes sur Telegram. Et en même temps, je lis le New York Times. Là, la plupart des gens vont se dire, bah, entre le New York Times et ça, je crois le New York Times. C'est beaucoup plus difficile quand Le Monde, le New York Times, Forensic Architecture, la BBC ne sont pas d'accord. On choisit qui? Et Ouais. donc, on voit vraiment qu'en fait, pour moi, avec Al-Ali, c'est vraiment le moment où on se rend compte que l'OSINT portait un discours de vérité et qu'il faut aussi déconstruire ces formes visuelles pour essayer de comprendre comment ce discours de vérité a été porté et comment on peut le mettre à distance tout en sauvant la vérité en disant et tombant pas dans un relativisme en disant il n'y a pas de vérité, tout se vaut, etc. Ce qui n'est pas du tout le discours que j'essaie de porter non plus. Mais il y a un autre élément qui me semble intéressant, et c'est pour ça que j'insiste un peu sur cette déclassification, c'est que on a l'impression qu'on a un enjeu pour les démocraties libérales de transparence et donc de diffusion et d'ouverture, de décloisonnement des informations, qui rentre dans la bataille idéologique, parce que d'autres régions du monde vont privilégier plutôt la fermeture de l'information, le contrôle de cette information. Donc on est dans une asymétrie comme ça dans la Mhm. bataille qui se mène au niveau géopolitique et de l'information. Oui, et pour ça, il faut revenir à la définition que je donnais sur Deleuze, des sources ouvertes. Je ne sais pas qui nous écoute, mais en tout cas, toi et moi, on vit dans une démocratie libérale. C'est-à-dire que l'État donne des données sur lui. Mm. On a accès aux revenus de nos ministres. On a accès aux finances publiques. On a accès aux documents administratifs. On se base on a un quatrième pouvoir, une presse libre sur laquelle on peut investiguer, des réseaux sociaux non censurés, etc., etc. L'OSINT a besoin de démocratie pour exister. Elle a besoin de toutes ces informations parce que sinon, on ne peut pas faire des enquêtes. Euh, à côté de ça, on a des espaces numériques de plus en plus fermés, où, par exemple, l'État n'est pas garant de la fiabilité des données qu'il donne à sa population, où la presse est muselée, où les réseaux sociaux sont censurés. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus dur de faire des investigations Ouais. quand il y a cette asymétrie de pouvoir. Donc en fait, ce qui moi me semble central aujourd'hui à penser en OSINT, dans cette question de la géopolitique, c'est cette asymétrie d'ouverture et de mise à disposition des données. On sait qu'aujourd'hui, l'OSINT peut être utilisé pour mettre en place des attentats terroristes, peut être utilisé pour des ingérences étrangères, pour de la désinformation. Et donc, les démocraties sont beaucoup plus sensibles à ça, parce que justement, en fait, c'est open bar de la donnée. Mhm. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Chine et en Russie. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne peut pas enquêter sur la Chine et la Russie. La démocratie, c'est pas juste un bouton on-off. Mhm. On l'est ou on l'est pas. C'est un spectre. Et il y a des poches de démocratie qui existent, des radios libres, des opposants qui font du travail. Et même, on peut voir une variation. Les documents qu'on peut trouver en ligne sur la Russie, c'est pas les mêmes qu'en Corée du Nord. Donc on voit toutes ces variations et sur la fermeture de l'espace. Et donc, nous, on est dans des démocraties libérales qui donnent un peu open bar, qui ne censurent pas l'espace public, et donc qui peut être la cible d'ingérence étrangère. On l'a vu par exemple il y a quelques mois avec l'élection en Roumanie, où il y a eu de l'astroturfing pour faire monter un candidat d'extrême droite pro-russe. Alors, définis-nous l'astroturfing. L'astroturfing, ça va être cette manière qu'on va faire gonfler artificiellement sur les réseaux sociaux un message. En fait, on va créer plein de bots qui vont republier le même message, ça va monter dans les algorithmes, et en montant dans les algorithmes, ça aura de plus en plus de visibilité. C'est une opération de manipulation ou de marketing qui peuvent être utilisées. C'est intéressant parce que quand on a fait le podcast ensemble, il y avait aussi Hervé Le Toqueux, directeur des opérations de Vigilinum, je crois. Oui, et qui maintenant est chez Check First. Ah bon? Ah, d'accord. Et il y a eu un petit changement en peu de temps. Qui est quoi, Check First? Check First, qui est un organe enfin, c'est pas une association, on dirait que c'est une agence finlandaise qui travaille contre la désinformation et qui produit des enquêtes. Voilà. Et là, du coup, il y avait la question des ingérences étrangères, c'était son job chez Viginum. Et l'idée, ça revient pas à notre question, c'est plutôt que s'intéresser, lui, en disant les contenus, genre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est s'intéresser aux canaux de diffusion en disant là, il y a une vigilance parce que, par exemple, des bots lancent des messages sur les réseaux sociaux dans toutes les directions en disant ouh là là, il y a peut-être une entreprise de déstabilisation qui est en train de se mettre en place. Des sites, alors ça s'appelle comment? C'est pas des sites miroirs, c'est des sites. Enfin, des sites fantômes, quoi, des faux sites qui hébergent, qui ont l'apparence de vrais sites, qui diffusent un même message un peu partout pour faire remonter dans des algorithmes et les moteurs de recherche une information.
Là, tu décris exactement ce phénomène, quoi. Le phénomène était totalement artificiel et il a été poussé à un moment donné. Ouais. Ouais, Et parce que justement, on est des espaces ouverts. ouais. Et en fait, moi, ce qui me semble le gros challenge par rapport à ça, c'est de se dire que, en tout cas, moi, personnellement, je suis très content de vivre dans une démocratie. Très content, j'aime beaucoup l'état de droit, etc. Donc, c'est à la fois comment conserver la puissance de la démocratie, son ouverture, tout en luttant contre ces manœuvres d'ingérence, de domination et Mmh. d'asymétrie de pouvoir qui essayent de justement de faire flancher la démocratie. Et donc voilà, c'est avoir ces deux choses. Et tu as un début de réponse à ça? La résilience commune et je pense la pédagogie, l'éducation, mettre en place, aussi peut-être, réfléchir à nos récits, ce qui nous fait maintenir ensemble en tant que communauté, nationale et post-nationale si on pense, à l'Europe et vraiment, travailler et mettre les moyens, hein, financiers sur, cette résilience nationale. Alan, est-ce que tu as un mot de la fin pour soit pour compléter notre échange, soit pour dire tiens, il y a ce concept-là que j'ai pas évoqué qui me semblait vraiment important. Non, mais peut-être quelque chose qui moi me tient à cœur indépendamment de cette, grammaire visuelle et de cette question, des outils, c'est vraiment encore une fois ce que j'appelle cette darkosint, c'est de faire comprendre, les usages antidémocratiques qu'il y a de tout ça et qui se trouvent pas seulement on a parlé des ingérences étrangères, Mmh. mais, ce qu'on appelle le doxing et le stalking. Ouais. On peut dire que, regarder ce que son ex fait aujourd'hui sur internet, c'est déjà une pratique d'OSINT. Mais en fait, on voit de plus en plus du cyberharcèlement qui se met en place sur le ZINT et ce cyberharcèlement peut aussi prendre en compte le fait de trouver ces documents et les changer de contexte. C'est-à-dire, je vais faire une petite enquête sur vous et je vais vous faire chanter. C'est Mmh. pas forcément des grandes ingérences étrangères, ça peut être il y a on peut dire qu'il y a la banalité du mal de l'OSINT et qu'il y a vraiment un cadre éthique à, placer et à interroger qui me semble, très important. Bah écoutez, je vous invite donc à réfléchir sur ce que vous laissez comme trace et ce que vous recherchez sur Internet, puisque c'est des choses qui vont vous accompagner toute votre vie. On l'a vu récemment, puisque il y a les États-Unis, démocratie libérale, envisagent de regarder nos téléphones portables quand on ira sur leur territoire, même pour les Européens, sans visa, pour voir ce que vous avez posté depuis 5 ans sur les réseaux sociaux. Alors Mmh. l'argument comme quoi on n'a rien à cacher n'est Mmh. même plus suffisant, puisque Mmh. même ce qu'on pense peut devenir délictueux ou nous renvoyer chez nous. Donc voilà, il y a une vigilance à exercer. Je ne parle même pas des cas de cyberharcèlement, de vol de données, de vol Mmh. d'images. Ça fait partie de notre réalité. Ouais. Laissez-nous des commentaires nombreux pour nous partager votre pratique d'Internet et comment vous vivez cette réalité-là. Hop, OSINT, enquête et démocratie. Merci beaucoup, Alan. Merci à toi. Développer, le podcast des humanités, vous a été présenté par l'ESCE, la Grande École du Commerce Extérieur et le groupe Omnes Éducation.